Bonjour, Bonjour à bonjour, tous. bonjour à tous, bienvenue à la communauté Climb pour ce webinaire consacré à la déclaration de revenus et comment déclarer, comment bien faire sa déclaration de revenus. Alors, j'ai reçu des notifications, je vais voir si je peux les couper. Voilà, est-ce que déjà vous nous entendez? Est-ce que vous nous voyez? Vous pouvez répondre dans le chat. Alors, bonjour, bonjour, bonjour Mickaël, bonjour Hakim, parfait. Bon, c'est bien, on nous entend, on nous voit. Parfait. Très bien, donc on va se retirer le chat, on verra les questions après. Donc, je ne sais pas si c'est la première fois que vous faites des webinaires avec nous. Si c'est pas la première fois, vous savez comment ça marche, vous nous connaissez. Si c'est la première fois, bienvenue. Donc aujourd'hui, voilà, un webinaire consacré à la campagne de déclaration de revenus et voir comment bien déclarer, bien faire sa déclaration et bien l'optimiser. Alors, normalement, pour les webinaires, on présente des slides, c'est un peu statique. Et là, on a voulu innover aujourd'hui. Donc, on a fait pas mal de webinaires pour la déclaration avec nos partenaires. Et puis, pour vous, en exclusivité, on va tester un nouveau format. Donc, vous nous direz ce que vous en pensez à la fin dans les commentaires. Puisque on ne va pas vous présenter les slides, mais on va vous faire une déclaration en live. Et c'est Lucie qui, justement, va nous mettre à disposition son espace en ligne impôt.gouv qu'on a bien rempli, qu'on a chargé. qu'on a bien chargé. On ne va pas valider la déclaration, d'ailleurs, parce que sinon, tu vas avoir beaucoup d'impôts. Oh, non, justement, tu vas récupérer de l'argent que tu n'as pas. Vous verrez ça tout à l'heure. Du coup, voilà, c'est un nouveau format, donc on espère que ça vous plaira. On fera en sorte de... Oui, alors, on va aborder beaucoup de questions. Ce sera assez dense. Il y aura plein de situations différentes, voilà, parce qu'on essaie de couvrir beaucoup de situations. Alors, peut-être que vous ne serez pas concerné par toutes les situations qu'on va proposer, mais il est quand même fort probable que votre situation personnelle soit couverte par ce qu'on va vous présenter. Donc, de toute façon, il y aura un replay qui sera disponible, qu'on va chapitrer, donc vous aurez la possibilité de le revoir, et puis de vous balader justement dans la présentation pour aller reprendre les informations qui vous intéressent. Voilà, on essaye de faire au maximum, le maximum pour vous mettre dans de bonnes conditions pour faire votre déclaration. Alors, on attend encore quelques... On va attendre que les gens voilà, s'inscrivent, se connectent. Pendant ce temps, peut-être qu'on va se présenter déjà. Oui. Alors, je te laisse la primeur. Merci beaucoup. Donc, bonjour à tous, bienvenue. Donc, je suis Lucie Falic, je suis fiscaliste chez Climb, donc dans l'équipe de l'ingénierie patrimoniale aux côtés de Martin. Voilà, et moi, Martin Corté, donc ingénieur patrimonial chez Climb depuis 2020. Je suis un ancien avocat fiscaliste et je suis en charge de la campagne de déclaration de revenus pour nos clients et pour nos utilisateurs. On vous donnera après différents éléments qui vont vous aider à remplir votre déclaration. Peut-être que vous avez déjà rempli votre déclaration avec nous, ou pas encore, que vous avez rendez-vous dans quelques jours. Voilà, alors juste petit rappel sur la chronologie de la campagne. La campagne a été ouverte donc le 7 avril. Le service de déclaration en ligne a été ouvert le 7 avril. Donc, depuis le 7 avril, vous pouvez déclarer vos revenus en ligne sur votre espace impôt.gouv. Les dates limites de dépôt des déclarations varient en fonction du département dans lequel vous habitez. Pour ceux qui habitent les départements 1 à 19, la date limite de dépôt est fixée au 24 mai. Au 31 mai pour ceux qui habitent les départements 20 à 54 et pour les autres, donc ceux qui habitent les départements 55 à 976, vous avez jusqu'au 8 juin minuit pour déclarer vos revenus en ligne. Alors, petite précision aussi pour les questions et le chat. Ah oui, petite précision pour les questions et le chat. Alors, vous avez la possibilité de communiquer avec nous. On a une modératrice de choc avec nous qui n'apparaît pas à l'écran, mais qui est juste là, Louise, qui va répondre à différentes questions sur le chat. Alors, le chat, ce sera plutôt réservé pour les questions d'ordre technique. Et si vous avez des questions relatives à la fiscalité et sur la déclaration, posez-les plutôt dans l'onglet questions. Et on prendra du temps à la fin de la présentation pour répondre à un maximum de questions. On essaiera de répondre à tout le monde. On n'y arrivera peut-être pas. Mais en tout cas, s'il y a des questions auxquelles on ne pourrait pas répondre, on essaiera d'y répondre par mail plus tard si vous nous laissez vos coordonnées. Voilà, je pense qu'on a bien présenté. Donc, on va attaquer la présentation. Alors, du coup, je change l'écran. Est-ce que tout le monde voit bien l'écran qui est affiché? A priori, oui.
D'accord. Donc, quand vous voulez quand vous voulez commencer votre déclaration de revenus, vous allez sur votre espace en ligne impôts.gouv, d'accord? Vous connectez avec votre numéro fiscal et votre mot de passe et vous arrivez sur votre tableau de bord. Et votre tableau de bord, vous allez cliquer sur accéder à la déclaration en ligne. Donc, une fois qu'on a accédé à la déclaration en ligne, bon, on va passer les messages d'introduction où on vous explique comment fonctionne la déclaration et on va aller, là, normalement, si vous avez eu un changement dans votre foyer fiscal, s'il y a eu un mariage, un divorce, un PACS, une naissance ou un décès dans le foyer fiscal, c'est à ce moment-là que vous devez le déclarer. Alors, là, l'état civil, donc Lucie, je vais te laisser présenter ton état civil. Donc effectivement, donc, pour votre état civil, donc, pour moi, donc, je me suis déclarée en tant que célibataire. Si vous vivez en couple sans être marié ni pacsé, vous êtes également considéré comme célibataire fiscalement. Si vous êtes marié ou pacsé, ici, vous avez deux catégories à remplir, donc pour vous et pour votre conjointe ou partenaire. Donc, vous devez, donc, ces informations-là sont en principe connues par l'administration fiscale. Donc, votre nom, votre prénom, votre date de naissance, le lieu de votre naissance et le nom auquel vos courriers sont adressés. Et en dessous, donc, on a votre adresse. Si cette adresse qui est affichée ne correspond pas à votre adresse au 1er janvier 2022, ou même à l'actuelle, puisque vous avez déménagé en 2022, vous devez donc cocher l'une des deux cases ici, donc si vous avez déménagé en 2021 ou en 2022, pour renseigner votre nouvelle adresse. Très clair. Alors ensuite, on passe à la section contribution à l'audiovisuel public, donc c'est la redevance télé. Si vous avez la télévision, vous touchez à rien et vous serez assujetti à la redevance. Si vous n'avez pas de télévision, vous pouvez cliquer, cocher la case 0 RA et dans ce cas-là, vous serez exonéré de redevance télévision. Déclaration par un mandataire ou un tiers de confiance. En principe, si vous déclarez votre déclaration vous-même, vous n'avez rien à faire, vous n'avez rien à cocher. Et si vous la confiez à un avocat ou à un comptable, effectivement, c'est lui qui cochera les cases correspondantes. Alors, ici, donc, c'est pour la situation familiale. Donc, comme je le disais, donc, lorsqu'on est célibataire, on a bien ici écrit célibataire. Si on veut signaler un mariage, un PACS ou un décès dans le foyer fiscal, on peut le renseigner également ici. Donc là, bon, on ne va pas tout traiter, mais concrètement, vous devez renseigner donc, votre situation familiale. Il y a plusieurs situations, si vous êtes parent isolé, si vous êtes titulaire d'une pension pour invalidité, si vous êtes ancien combattant, etc., etc. Et vous pouvez également renseigner donc, vos personnes à charge, donc, pour des soucis pour la réduction d'impôts notamment. Donc j'ai eu un enfant en 2010, bien que né en 98. Bon, bien sûr, c'est fictif tout ça. Donc j'ai eu un enfant donc, en 2010, donc qui est mineur, donc enfant non marié de moins de 18 ans. Et c'est aussi également donc, sur cette page-là que vous pouvez déclarer éventuellement vos enfants qui sont majeurs, qui peuvent être rattachés de plein droit s'ils ont moins de 21 ans et sous condition de poursuite d'études s'ils ont moins de 25 ans. Exactement. Et là, je pense qu'on a fait le tour voilà, pour l'état civil. Alors, évidemment, il y a aussi des situations un peu particulières avec des gardes alternés, avec un partage de parts. On ne va pas rentrer dans le détail, malheureusement, parce qu'on n'a pas le temps. Ce serait trop long de couvrir toutes les situations. Mais sachez qu'à tout moment de la déclaration, vous avez toujours des petits points d'interrogation sur le côté qui vous permettent de vous donner des indications explicatives sur votre situation et avoir des informations plus précises. Alors, voilà, là, on arrive sur la page des rubriques des revenus et des charges. Alors, là, il y a un pop-up qui arrive, qui est les revenus issus des plateformes de l'économie collaborative. Alors, c'est depuis l'année dernière, les plateformes de l'économie collaborative, donc, par exemple, une plateforme comme Airbnb ou Wicar, quand vous percevez des revenus de l'économie collaborative parce que vous mettez en location votre appartement ou parce que vous louez votre voiture ou parce que vous vendez vos vêtements sur Internet ou vous vendez des biens sur Internet, eh bien, vous avez des revenus, ce qu'on appelle des revenus d'économie collaborative et les plateformes ont l'obligation de transmettre le montant de ces revenus à l'administration fiscale. Donc, si vous en avez eu, en principe, ça apparaît sur cette pop-up-là et c'est à vous de les déclarer ou non, puisqu'il y a des fois vous n'avez pas les déclarer, notamment quand vous avez pris des revenus pour le compte d'une tierce personne. Mais voilà, l'administration fiscale vous les donne à titre informatif. C'est à vous de reporter sur la déclaration dans les cases correspondantes. Donc là, en l'occurrence, toi, tu n'en as pas. Non. Donc ici, c'est la page probablement la plus importante de la déclaration,
puisque c'est ici que vous devez renseigner donc tous les revenus que vous avez perçus et toutes les charges que vous avez engagées en 2021. Et en cliquant en fait sur les rubriques, ça va vous ouvrir les pages dans la déclaration. Donc, si vous oubliez d'ouvrir une page de revenus, par exemple, vous n'aurez pas accès à ces revenus. Donc, c'est pour ça, mieux vaut peut-être même cocher sur une case où on n'est pas sûr d'avoir le revenu ou pas, puisque si elle est ouverte mais qu'il n'y a rien dedans, c'est pas grave. En revanche, si elle est fermée, vous n'y aurez pas accès, peut-être que vous allez passer à côté de quelque chose. Exactement. Donc, du coup, me concernant, donc j'ai perçu donc des traitements et salaires puisque je suis donc salarié. Cette case est en principe précochée puisque l'administration fiscale a connaissance des montants des salaires que nous avons perçus. Ensuite, donc j'ai perçu des intérêts bancaires. Les intérêts bancaires sont considérés fiscalement comme des revenus de capitaux mobiliers, au même titre par exemple que les dividendes. Donc, il faut bien penser à cocher cette case-là. Ensuite, donc, j'ai investi dans un bien immobilier que j'ai acheté donc en Pinel. Donc, le Pinel, c'est donc un achat d'un bien immobilier pour lequel on prend un engagement de location nue pendant une certaine durée. Cette location nue, les revenus de la location nue sont qualifiés de revenus fonciers. J'ai également des parts de SCPI, donc de Société Civile de Placement Immobilier. On reviendra sur ces dispositifs un peu plus tard. Cet investissement en SCPI me donne également droit à des revenus fonciers. Et petite précision, donc je savais que lorsque mes recettes brutes n'excèdent pas 15 000 €, ces revenus fonciers sont imposés en microfoncier. Donc il faut bien penser à cocher la case microfoncier. Très clair. Voilà. Alors là, on a vu les revenus. Ensuite, si tu descends, donc évidemment, vous pouvez être concerné par d'autres situations. Si vous êtes profession libérale, vous aurez des revenus des bénéfices non commerciaux. Si vous êtes commerçant ou si vous avez une activité de loueur en meublé, par exemple, ce sera une activité industrielle et commerciale. Voilà, malheureusement, on ne peut pas tout voir, mais voilà, on essaye de faire les situations les plus communes, on va dire. Attention tout de même, on a parlé de revenus de location. Si vous aviez un bien que vous mettez en location mais qui est loué meublé, ce ne sera pas du revenu foncier, mais ce sera du bénéfice industriel et commerciaux. Et vous dépendrez donc soit vous devrez cocher soit la case revenus des locations meublées non professionnelles, soit les revenus industriels et commerciaux professionnels si vous êtes professionnel. Merci pour la précision, effectivement, tu as raison. Le fait de louer avec des meubles, vous fournissez une prestation de service avec la location, et donc le fait d'avoir une prestation de service, ça devient une activité commerciale. Ensuite, il y a les données complémentaires pour la déclaration des revenus des indépendants. Donc, si vous êtes concerné, évidemment, il faudra remplir cette partie-là. Ensuite, concernant les charges, alors là, sont cochées des charges déductibles du revenu global. Et donc, au titre des charges déductibles du revenu global, on va retrouver les pensions alimentaires, l'épargne retraite, la CSG déductible sur les revenus du patrimoine. Toi, en l'occurrence, je crois que tu as de l'épargne retraite. Oui. Tu as fait un PER, donc on va en parler tout à l'heure. Il y a des réductions et crédits d'impôt parce que tu as fait des dons à des associations, parce que tu as employé un salarié à domicile. Et puis, il peut y avoir aussi des cotisations syndicales, des prestations compensatoires, des investissements dans les PME, dans des FIP, etc. Il y a plein de dispositifs qui existent. Et c'est à ce moment-là qu'on va les déclarer. Tu en as parlé tout à l'heure, tu as fait un investissement Pinel. Donc là, il faut bien le cocher ici, investissement Pinel, pour pouvoir bénéficier de la réduction d'impôt associée au dispositif. Et tu as fait un investissement en Outre-mer et notamment tu as fait un jardin industriel. Et ça aussi, on va en parler puisque ça donne droit à un avantage fiscal assez intéressant. Ensuite, le prélèvement à la source qui a déjà été payé, donc ça, c'est précoché. Évidemment, tout au long de l'année 2021, vous avez payé tous les mois soit des prélèvements à la source sur vos salaires, soit des acomptes d'impôt sur le revenu sur vos revenus des indépendants ou sur vos revenus fonciers. Et donc, ces montants-là ont été prélevés à la source, d'accord? Et donc, ils vont être pris en compte pour le calcul de votre impôt. Enfin, du moins, on va prendre en compte le fait que vous ayez déjà payé ça pour calculer l'impôt final ou le montant qu'on va vous rembourser. Et enfin, dans divers, a été coché cette case-là puisque tu as des comptes à l'étranger. Alors, effectivement, j'ai des comptes à l'étranger. Donc, pour cette déclaration-là, qui est une déclaration un peu spécifique, pour toutes les déclarations spécifiques, il faut remonter un peu plus haut et on a ici déclaration annexe, donc sur lesquelles on peut cocher. Et pour les comptes à l'étranger, c'est la déclaration 3916, 3916 bis. Exactement. Mais il y a également d'autres déclarations un peu particulières qui peuvent vous concerner. Voilà, notamment les revenus fonciers. Si vous optez pour le régime réel d'imposition parce que vous avez des revenus fonciers qui sont supérieurs à 15 000 €, vous serez obligé de déposer une déclaration 2044.
Une déclaration 2047 si vous avez des revenus de source étrangère, une déclaration 2074 si vous avez si vous avez réalisé des plus ou moins values de cession de valeurs mobilières ou d'autres. Et puis, avec les différentes annexes qui correspondent aux différentes situations. Et éventuellement, si vous avez fait aussi des plus ou moins values de cession de valeurs de cryptoactifs, de valeurs en crypto-monnaie, il faudra faire une déclaration 2086. Voilà. En gros, pour les déclarations annexes les plus courantes, mais malheureusement, on n'aura pas le temps de s'attarder dessus, puisque, comme vous l'avez vu, la déclaration est déjà très dense. Alors, donc, il n'y a pas de retenue à la source des non-résidents, puisque tu es résidente fiscale française, et tu m'as dit à ton grand regret que tu n'avais pas encore dépassé 1 300 000 € de patrimoine net immobilier, donc tu n'es pas encore assujetti à l'impôt sur la fortune immobilière. Mais vu les investissements que tu as faits, ça ne devrait pas tarder. Alors, donc on rentre effectivement, donc une fois qu'on a passé en revue les revenus et les charges, donc on rentre directement dans le vif du sujet. Donc on commence par les traitements et salaires. Donc ici, on voit les traitements et salaires qui sont donc connus par l'administration fiscale, donc qui sont pré-remplis avec le prélèvement à la source sur ces salaires, la retenue à la source qui a été effectuée sur ces salaires. Si on clique sur le petit stylet à côté, on peut ouvrir cette page pour notamment avoir un peu le détail des revenus qui sont connus par l'administration fiscale. Quand on a plusieurs lignes, donc là notamment en l'occurrence, cela signifie qu'on peut avoir plusieurs employeurs. En principe, pour vérifier les montants qui sont pré-remplis par l'administration fiscale, qui sont connus par l'administration fiscale, si vous avez eu un seul employeur au cours de l'année 2021, vous devez vous reporter sur votre dernier bulletin de paie de l'année 2021 et comparer le montant pré-rempli avec votre revenu fiscal net cumulé sur l'année qui a été transmis à l'administration fiscale et qui vous a été versé. C'est ce montant-là que vous devez corriger éventuellement en cas d'erreur. Donc, lorsque vous avez eu plusieurs employeurs sur l'année 2022, vous n'avez qu'à additionner les montants sur vos derniers bulletins de paie de vos emplois. Très, très clair. Voilà. Et ensuite, concernant le montant de la retenue à la source, donc, qui est également connu par l'administration fiscale, il peut figurer sur votre dernier bulletin de paie. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez retourner sur votre tableau de bord, donc en changeant de page sur Internet. Et ici, on a prélèvement à la source en haut. J'attends un petit peu que ça s'affiche. Donc, prélèvement à la source en haut. On peut cliquer dessus, ça nous ouvre une nouvelle page. C'est ici justement qu'on va demander éventuellement des demandes de modulation du taux de prélèvement à la source. Et si on va un peu plus bas, on a ici consulter l'historique de tous vos prélèvements. On va dans 2021 et en principe, on devrait avoir ici le total prélevé sur l'année qui doit correspondre à ce qui est inscrit sur votre déclaration de revenus. Voilà, bon, nous, pour des raisons, pour les besoins de la présentation, comme l'espace en ligne de Lucie était vierge, du coup, il n'y a pas de prélèvement à la source, mais effectivement, ça devrait apparaître si les prélèvements ont bien été effectués sur votre compte. Alors, là, effectivement, on a les salaires, mais est-ce qu'on peut bénéficier, par exemple, si on a des frais professionnels? Alors, effectivement, donc en principe, si on ne fait rien, on a droit à un abattement forfaitaire de 10% sur le montant de nos salaires, qui est représentatif de nos frais professionnels. Donc, 10% du salaire qui a été déclaré, cela veut dire que ça ferait 9 126 € auxquels j'ai droit en tant que salarié au titre de mes frais professionnels. Mais on peut avoir des frais professionnels qu'on a réellement engagés qui sont supérieurs à 10% de notre salaire. Et alors, moi, c'était le cas. Donc, pour opter pour la déduction des frais professionnels pour leur montant réel, il faut aller en case 1 AK, cliquer sur options frais réels. Et ici, on peut renseigner, on a une autre fenêtre qui s'ouvre et on peut renseigner diverses informations. Donc, notamment, la première question qui est posée par l'administration fiscale, c'est de savoir si on a des frais de déplacement. Lorsqu'on a des frais de déplacement, l'administration fiscale met à notre disposition un barème kilométrique qui permet de calculer le montant de nos frais en fonction des kilomètres parcourus sur l'année pour nous rendre sur notre lieu de travail. Donc là, on a pris la situation dans laquelle j'habite à 40 km de mon lieu de travail. Donc, je parcours le matin et le soir pour 210 jours travaillés. Donc, lorsqu'on multiplie 40 par 2 par 210, on obtient donc 16 800 km parcourus dans l'année. En dessous, on a du coup le montant des frais de déplacement qui est retenu et on peut également donc indiquer en détail dans la zone les autres frais que nous avons eu, donc que nous avons engagés à titre professionnel. Donc notamment les frais de représentation sont déductibles. Donc on a rentré 2 000 € de frais de représentation et vos frais de repas sont également déductibles.
Lorsque vous n'avez pas tous les justificatifs, vous pouvez évaluer forfaitairement vos frais de repas à 4,95 € par jour travaillé, donc qui nous donne un total de 1 040 €. Et le montant de vos autres frais doit être reporté juste ici, donc en case, voilà. Et vous obtenez ici le total, et donc c'est comme ça que vous savez si vos frais professionnels dépassent 10% de votre salaire imposable. Effectivement, et donc là, dans ta situation, à 10 759 €, c'était plus intéressant pour toi d'opter pour le régime des frais réels. Exactement. Ok, super. Bah, écoute, c'est très clair pour les salaires. Alors maintenant, on va passer aux revenus de capitaux mobiliers. Alors, tu m'as dit que tu avais perçu 1 000 € d'intérêt puisque tu as un compte rémunéré et ta banque t'a versé 1 000 € d'intérêt. Alors, normalement, ces revenus sont pré-remplis par l'administration fiscale puisque au moment de la distribution, l'établissement payeur doit déclarer donc le montant qui est versé sur une déclaration 2717. Je vous épargne les détails, mais en gros, sur cette déclaration 2717, l'établissement payeur va payer ce qu'on appelle la flat tax. Donc, il va y avoir un prélèvement de 17,2% de prélèvements sociaux et 12,8% de prélèvements forfaitaires non libératoires de l'impôt sur le revenu. En fait, c'est une avance d'impôt sur le revenu qui est faite sur le paiement de ces dividendes. Donc, il va y avoir une retenue de 30% qui correspond à la flat tax. Et en février de l'année qui suit la distribution, donc là, en février 2022, l'établissement payeur a dû vous fournir un IFU, un imprimé fiscal unique, qui reprend justement les distributions qui ont été effectuées au titre de l'année précédente. Et cet IFU, il va vous permettre de vérifier les montants qui sont pré-remplis par l'administration fiscale, puisque ce sont en principe les mêmes informations. Et donc là, on voit bien qu'il y a 1 000 € en case d'ETR qui correspond au montant des intérêts qui ont été versés. Ces intérêts ont bien été soumis à la flat tax, puisque en 2BH, c'est les revenus qui ont déjà été soumis aux prélèvements sociaux. Donc, les 1 000 € ont bien été soumis aux prélèvements sociaux. Et en 2CK, on a 128 qui correspond à 12,8% du montant de la distribution, donc 128 €, qui est le prélèvement forfaitaire non libératoire que vous avez déjà payé. Donc, si vous avez intérêt à rester à la flat tax parce que vous avez un taux global d'imposition qui est supérieur à 12,8%, bah, vous n'avez rien à faire. La flat tax a déjà été payée et donc là, c'est à titre purement indicatif. Ça ne rentrera pas dans l'imposition. Si en revanche, vous avez un taux d'imposition qui est inférieur à 12,8, là, vous avez intérêt à opter pour le barème progressif, renoncer à la flat tax, et donc vous cochez la case 2OP que Lucie vient de cocher. Et dans ce cas-là, les 1 000 € vont être réintégrés à votre revenu imposable, vont être soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu, et on va vous rembourser les 128 € de prélèvement forfaitaire non libératoire que vous avez déjà payé, puisque l'impôt sera calculé sur la base des autres revenus. Et petite précision, si vous avez des intérêts qui vous ont été versés mais que vous ne connaissez pas forcément la provenance, en principe, à la toute fin de cette page, on a ici, alors j'attends juste que ça descende, on a ici les organismes qui vous ont versé ces revenus. Donc, vous pouvez vous y reporter pour justement aller vérifier les montants sur vos applications bancaires, etc. Voilà, et puis si vous n'avez pas les informations, vous pouvez contacter votre banque ou l'établissement payeur pour demander les justificatifs. Alors maintenant, on a les revenus fonciers. Alors oui, effectivement, donc moi j'ai perçu 6 000 € de revenus fonciers de mon bien que j'ai acheté en Pinel, donc je mets en location nue, et 1 200 € de mon investissement, donc qui est le fruit de mon investissement en part de société civile de placement immobilier, donc les SCPI. Ok. Alors, du coup, vu que tu as fait moins de 15 000 € de recettes, puisque 6 000 plus 1 200, on est bien à 7 200, tu bénéficies du régime du microfoncier. Oui. Le régime du microfoncier, dès lors qu'on a moins de 15 000 € de recettes, on indique le montant des loyers qu'on a perçus hors charge et on applique un abattement forfaitaire de 30% sur le montant des recettes. Et donc, on n'est imposé que sur 70% du montant qu'on a effectivement encaissé. Mais ça, c'est le régime micro, mais il est possible qu'on ait intérêt à opter pour le régime réel d'imposition. Le régime réel d'imposition, dès lors qu'on va avoir plus de 30% de charges parce qu'on a fait des travaux dans l'appartement, parce qu'on a des charges de copropriété, parce qu'on a des frais, de gestion, parce qu'on a des intérêts d'emprunt, parce qu'on a la taxe foncière, des primes d'assurance à payer. Tout ça, ce sont des charges que vous pouvez déduire de vos revenus. Et dès lors que ça dépasse 30% du montant de vos recettes, vous avez peut-être intérêt à opter pour le régime réel d'imposition. Et dans ce cas-là, il faudra déposer une déclaration 2044, comme je vous l'avais montré au tout début de la présentation. Là, en l'occurrence,
pour toi, c'était plus intéressant, et pour les besoins aussi de la présentation, c'était plus intéressant d'opter pour le régime micro. Oui. Et petit rappel peut-être, l'investissement en SCPI, à quoi ça correspond? Alors, la SCPI, c'est ce qu'on appelle la pierre papier. C'est la société civile de placement immobilier. Et en fait, c'est un dispositif un peu hybride qui est à la fois un investissement financier et à la fois un investissement immobilier. L'idée, c'est que vous allez acheter des parts d'une société qui détient un parc immobilier, donc plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines d'immeubles, et qui a plusieurs centaines ou plusieurs milliers de locataires. Alors, ça présente plusieurs avantages. Déjà parce que les tickets d'entrée sont bien moins importants qu'un appartement en direct. On peut commencer à investir dans des SCPI pour quelques centaines d'euros ou quelques milliers d'euros. On a une rentabilité qui est quand même assez stable, de l'ordre de 4 à 5%. C'est une opération clé en main. On n'a pas de gestion à faire puisque toute la gestion est gérée par la société de gestion. Donc, vous n'avez qu'à récupérer vos loyers. Et puis surtout, c'est que le risque est complètement dilué. Toi qui es propriétaire d'un logement que tu mets en location, si ton locataire ne loue plus l'appartement, tu n'as pas d'entrée. Alors que dans une SCPI, si un locataire fait défaut, eh ben, il est noyé dans la masse des autres locataires et donc du coup, le risque est complètement dilué. Donc voilà, ça peut être un investissement qui est assez intéressant, un investissement sur du moyen ou sur du long terme, avec une bonne rentabilité. Et voilà, c'est un premier pas, c'est un peu la porte d'entrée dans l'investissement immobilier, ou alors ça peut être un complément si vous avez déjà de l'immobilier par ailleurs. Très clair. Alors, donc là, ici, on peut passer. Donc là, c'est un pop-up pour vous reparler donc, du régime micro et éventuellement de l'option pour le régime réel. Ah oui, petite précision pour l'option pour le régime réel. Effectivement, quand vous avez intérêt, parce que vous avez fait des travaux, par exemple, dans votre appartement et que vous souhaitez être au réel pour pouvoir les déduire, faites attention parce que l'option pour le régime réel, elle est irrévocable pendant 3 ans. Ça veut dire que vous optez pour une année, vous êtes obligé d'être au régime réel pendant les 3 années qui suivent. Et alors, si ça peut être intéressant au titre d'une année, peut-être que ça ne l'est pas au titre des 2 autres. Donc, quand vous faites l'option, il faut vraiment avoir une visibilité sur 3 ans pour voir si vous avez intérêt ou pas à opter. Donc ici, donc, on a fini la partie sur les revenus. Donc, on a les charges déductibles. Donc, lorsque vous avez des revenus qui sont soumis aux prélèvements sociaux, donc au taux de 17,2%, en principe, vous avez une partie de la CSG qui est déductible de l'année suivante, qui est de 6,8%. Cette partie de la CSG déductible, vous la retrouvez donc sur l'avis d'impôt 2021 sur vos revenus 2020 pour 2022, et cette partie est déductible au titre de l'année suivante. Donc, ici, l'administration fiscale a connaissance de la CSG qui est déductible. En cas de différence, vous avez juste à corriger ce montant en case 6DE. Voilà, c'est la CSG que vous allez payer sur les revenus du patrimoine. Donc, en gros, ça va être les revenus fonciers, ça va être les locations meublées, les dividendes, les intérêts, schématiquement. Ici, donc, on a toutes les charges déductibles, donc les pensions alimentaires que vous avez éventuellement versées à vos enfants majeurs, à vos parents, etc. Donc là, on n'en a pas retenu, mais c'est ici que ça doit se renseigner. Et ensuite, donc moi, en 2021, avec Climb, donc j'ai versé sur un plan d'épargne retraite. J'ai versé 5 000 euros. Donc sur ce plan d'épargne retraite, donc c'est un outil de prévoyance. C'est une constitution d'une retraite complémentaire par capitalisation. Et l'avantage, c'est que les sommes que j'ai versées sur ce PER sont déductibles de mon revenu imposable. Donc, nécessairement, il baisse la base imposable de l'impôt. Donc, il baisse le montant de l'impôt. Attention tout de même, en principe, l'administration fiscale a connaissance du montant qu'on a versé. Elle le fait apparaître dans la partie grisée au-dessus de la case 6NS. En revanche, si on ne reporte pas le montant en case 6NS, l'administration fiscale considère qu'on renonce à la déduction de notre revenu imposable et donc qu'on renonce à l'avantage fiscal qui en découle. Exactement. Et l'avantage fiscal, on peut le calculer très facilement, puisqu'en fait, vu qu'on va retirer de l'argent de la base imposable, on retire toujours par le haut. Donc, par exemple, Lucie, toi, là, tu avais 91 000 euros de salaire. Donc, on est dans la 4e tranche d'imposition, la tranche qui est à 41%. Donc, si on retire 5 000 euros de la tranche à 41%, chaque euro qu'on va mettre sur le PER, c'est 41 centimes d'impôt en moins, puisqu'on va retirer 41% d'impôt de ces sommes-là. Donc, quand on a sur les tranches marginales d'imposition qui sont hautes, effectivement, le PER peut être extrêmement intéressant puisque 1 euro investi, c'est 41 centimes d'impôt en moins. Ou 30 centimes d'impôt en moins si on doit être dans la tranche à 30, ou 45 centimes d'impôt en moins si on est dans la tranche à 45. Voilà, donc ici, vous avez d'autres situations, si vous avez d'autres charges déductibles, mais principalement, c'est pour les pensions alimentaires qu'on a versées, les versements sur un plan d'épargne retraite et la CSG déductible. Alors ensuite, on va passer sur les réductions et les crédits d'impôt. Alors ça, c'est une partie qu'on aime bien parce que c'est la partie qui fait du bien. C'est la partie qui fait baisser les impôts. Alors,
Là, toi, Lucie, tu m'as dit que tu avais fait des dons, tu as été très généreuse cette année parce que tu as versé 1 500 € de dons au Resto du Cœur, qui est une association qu'on aime beaucoup chez Climb. D'ailleurs, on est partenaire avec eux. Et on vous incite évidemment à donner, alors au resto ou à d'autres, mais on vous incite à donner puisque en plus, vous pouvez bénéficier d'avantages fiscaux qui ne sont pas pris en compte pour le calcul du plafonnement global des avantages fiscaux à 10 000 €. Donc, vous pouvez y aller. Alors, raconte-nous un peu les 1 500 € de tes dons pour les Restos du Cœur. Alors, effectivement, donc j'ai versé 1 500 € au profit des Restos du Cœur. Donc, les Restos du Cœur qui distribuent des repas gratuits. Donc, on a 2 catégories de dons principales pour les réductions et crédits d'impôt. La première catégorie, donc c'est la case 7 UD, ce sont les dons versés à des organismes d'aide aux personnes en difficulté. Ces organismes, ce sont ceux qui mettent à disposition des repas gratuits, des logements gratuits, des soins médicaux gratuits, ou qui viennent en aide aux victimes de violences conjugales, organisme qui a été ajouté depuis, il me semble, 2020. 2021. 2021. Depuis l'année dernière. Donc, qui viennent en aide aux victimes de violences conjugales. Ces dons donnent droit à une réduction d'impôt de 75% de leur montant, dans une limite de 1 000 € maximum. Le reliquat, ce qui dépasse, n'est pas perdu, mais passe dans la deuxième catégorie de dons, donc doit être reporté en case 7 UF. En case 7 UF, ce sont les dons qu'on a versés à d'autres organismes d'intérêt général, aux associations d'utilité publique ou encore aux candidats aux élections, et ces dons donnent droit à une réduction d'impôt de 66% du montant versé. Exactement. Alors, après les dons, d'autres réductions d'impôts dont on peut bénéficier, les frais de scolarité. Alors, les frais de scolarité, effectivement, qui est une réduction d'impôt hyper importante qu'il ne faut plus se permettre d'oublier, puisqu'effectivement, donc, vous avez droit, si vous avez des enfants dans votre foyer fiscal qui suivent un enseignement au collège, au lycée, ou s'ils suivent une formation dans l'enseignement supérieur, vous n'avez qu'à renseigner le nombre d'enfants qui suit l'une de ces formations. Et vous avez droit automatiquement à une réduction d'impôt qui est forfaitaire, qui est fixée forfaitairement à 61 € pour les enfants au collège, 153 € par enfant au lycée et 183 € par enfant en enseignement supérieur. Voilà, cette réduction elle est assez importante puisque il y a environ 8 300 000 enfants qui sont scolarisés en France, au collège, au lycée ou en enseignement supérieur. Et en fait, il n'y a que la moitié de ces enfants qui sont déclarés dans les déclarations de revenus, ce qui est un manque à gagner pour les ménages de plusieurs centaines de millions d'euros qui ne sont jamais réclamés tous les ans. Donc, voilà, là, vous n'avez aucune obligation d'investissement. C'est une réduction d'impôt à laquelle vous n'avez plus le droit. Vous n'avez plus le droit de passer à côté de celle-là parce qu'elle est vraiment accordée automatiquement dès lors que vous avez un enfant au collège, au lycée ou en enseignement supérieur. Encore faut-il le renseigner. Alors, ensuite, on a un autre dispositif qui marche très bien, c'est les services à la personne et notamment l'emploi d'un salarié à domicile. Et toi, justement, tu as embauché quelqu'un chez toi l'année dernière. Donc, pour moi, j'ai versé, par exemple, pour une femme de ménage, donc j'ai versé 6 000 € pour l'emploi d'une femme de ménage à mon domicile. Ça marche aussi pour les cours de soutien à votre domicile, pour les petits travaux de jardinage, etc., tant que l'emploi se fait à votre domicile. Les sommes que j'ai versées me donnent droit à un crédit d'impôt d'un montant de 50% des sommes versées. Donc là, en l'occurrence, 50% de 6 000 €, donc c'est 3 000 € en moins, d'impôt en moins. Donc voilà, pensez à le renseigner donc en case 7 DB. Voilà, et là, il y a un plafond de dépenses qui est fixé à 12 000 € par foyer fiscal, majoré de 1 500 € par enfant à charge, dans une limite globale de 15 000 €. Donc, si vous avez 2 enfants et que vous faites garder vos enfants à domicile, que vous avez quelqu'un qui vient faire le ménage chez vous, vous pouvez aller jusqu'à 15 000 € de dépenses. Et 15 000 € de dépenses, ça vous donne droit à un crédit d'impôt de 7 500 €. Donc, ça peut être aussi très intéressant. Bon, après, on a beaucoup d'autres réductions et crédits d'impôt sur cette page. Vous pouvez aller les regarder si vous le souhaitez. Nous, on s'en est tenu là pour l'instant. Et du coup, je vais tout en bas et je clique sur suivant pour passer donc à la réduction d'impôt Pinel. Alors, le Pinel, le dispositif Pinel, c'est un dispositif donc, de défiscalisation immobilière. Vous achetez un bien immobilier et vous prenez l'engagement de le mettre en location pour une durée initiale de 6 à 9 ans, en échange d'une réduction d'impôt qui sera égale à 12% du montant de son investissement si on prend l'engagement de le louer pendant 6 ans, et 18% du montant de son investissement si on s'engage à mettre en location pendant 9 ans. Donc, ça fait 2% par an. Alors, il y a des conditions, évidemment, puisqu'il faut, il y a un loyer qui est plafonné, il y a des conditions de ressources du locataire qui doivent être respectées.
Mais voilà, si vous remplissez toutes ces conditions, vous aurez le droit à une réduction d'impôt égale à 2% du montant de votre investissement pendant 6 à 9 ans. Et sachant qu'à l'issue de la première session, la première période de 6 ans, vous aurez la possibilité de renouveler votre engagement pour 3 années supplémentaires. Et à l'issue de 9 ans, vous aurez encore la possibilité d'aller jusqu'à 12 ans. Alors, toi, Lucie, toi, tu avais fait un investissement, je crois que c'était en 2016 que tu avais fait. C'est ça, donc achevé donc, les années précédentes. Donc là, on remplit tout simplement la situation qui nous concerne, le dispositif qui nous concerne et l'année d'achèvement éventuellement. Ensuite, on peut recliquer sur suivant. Et ici, donc lorsque c'est simplement un report de réduction d'impôt, puisque l'investissement, le bien immobilier s'est achevé avant 2021, donc par exemple en 2016, donc on regarde la case qui est correspondante. Ensuite, on regarde la durée d'engagement de la location. On prend le prix de revient, on calcule 2% de ce prix de revient et ces 2% de ce prix de revient correspondent à la réduction d'impôt à laquelle on a droit. Cette réduction d'impôt, donc moi par exemple, c'était 250 000 € à l'achat au prix de revient, donc ça donne droit à une réduction d'impôt de 5 000 €. Voilà, ce qu'on entend par prix de revient, c'est non seulement le prix de l'appartement, mais majoré des frais de notaire, des frais bancaires et tous les frais annexes. Donc c'est vraiment ce que vous a coûté l'investissement immobilier. Et c'est sur cette base-là qu'on va calculer la réduction d'impôt. Alors là, c'est facile cette année puisque c'est juste un report de la réduction d'impôt. Pour ceux qui veulent faire du Pinel, la première année, elle est un petit peu plus compliquée puisqu'il faut déposer une déclaration spéciale qui s'appelle la déclaration 2044 EB pour engagement bailleur. Et c'est avec cette déclaration que vous allez prendre l'engagement de mettre votre bien en location pendant une durée initiale de 6 à 9 ans. Et à cette déclaration doit être joint la date à laquelle le bien vous a été livré, la date d'achèvement des travaux. Doivent également apparaître donc, le prix de revient de l'appartement, le contrat de bail que vous avez signé avec votre locataire, l'avis d'imposition de votre locataire qui justifie justement de ses ressources et voilà, et d'autres éléments. J'ai plus tout en tête, mais bon, il y a toute une liste de documents à fournir la première année. Mais une fois qu'on l'a fait la première année, après on est tranquille. Tous les ans, on connaît le montant de la réduction d'impôt. On a juste à leur reporter ce montant dans la case correspondante. Voilà pour le Pinel. Et ensuite, donc, on arrive à la dernière, réduction d'impôt. Donc là, c'est les investissements donc, en outre-mer. Donc notamment, cela va concerner le Girardin industriel. Et alors moi, en 2021, donc j'avais investi 10 000 €. Et le Girardin industriel, l'investissement en Girardin industriel, ça vous donnera une réduction d'impôt de l'année suivante de votre investissement de 110% du montant de votre investissement. Et cette fois-ci, c'est le montant de la réduction d'impôt qui doit être inscrite dans la case correspondante. Voilà, exactement. En fait, l'année dernière, Lucie, elle savait à peu près combien d'argent elle allait gagner dans l'année. Elle savait qu'elle avait utilisé les salariés à domicile, qu'elle avait fait des dons. Et donc, en gros, on savait le montant de l'impôt qui lui restait à payer. Et en gros, il lui restait environ 11 000 €. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est on va faire un investissement en Girardin industriel pour éliminer justement l'imposition qui reste comme variable d'ajustement. Et donc, le Girardin, ça consiste en quoi? Vous allez investir dans une société qui va acheter du matériel industriel ou agricole qui va être mis en location à un exploitant dans les dom-toms parce qu'il en a besoin. Cet exploitant dans les dom-toms, il a besoin d'un camion, il a besoin d'une moissonneuse-batteuse, il a besoin de machines-outils pour exploiter son activité. Eh bien, cette société va acquérir le bien et va lui mettre en location dans des conditions avantageuses pour une durée de 5 ans. Vous, en tant qu'investisseur, vous mettez de l'argent dans cette société qui va investir dans le matériel qui va être mis en location pendant 5 ans. Et en contrepartie de votre investissement, l'administration fiscale va vous accorder une réduction d'impôt qui sera égale à 110%. Alors, des fois, c'est un peu plus, ça dépend des partenaires. Mais en principe, en général, c'est aux alentours de 110% du montant de votre investissement. Donc, Lucie, elle avait encore 11 000 € d'impôt à payer. On lui a dit de faire un investissement de 10 000 € dans du Girardin industriel l'année dernière. Et là, elle obtient une réduction d'impôt de 11 000 €. Alors là, sur la déclaration, il y a plein de cases, il y a plein de situations. Et vous inquiétez pas, le partenaire vous fournit une notice explicative en vous disant quel montant est à remplir dans telle case. Et vous êtes complètement guidé, donc pas de panique là-dessus. Et donc là, ça lui a permis d'obtenir une réduction d'impôt de 11 000 €. Donc pareil, très efficace le Girardin comme dispositif. Finalement, on investit 10 000 € et c'est 11 000 € d'impôts qu'on n'a pas à payer. Donc réellement, on économise 1 000 € sur notre investissement. Exactement. Donc ici, après cette partie, on a le rappel du prélèvement à la source. Donc vous pouvez vérifier sur votre tableau de bord dans l'historique de tous vos prélèvements.
Donc, on a la retenue à la source sur les salaires et on peut également avoir des acomptes d'impôt sur le revenu et des acomptes de prélèvements sociaux. Donc, notamment lorsqu'on est indépendant, qu'on verse des acomptes et que ce n'est pas une retenue à la source qui est opérée, lorsque on perçoit des revenus locatifs, etc. Donc, c'est dans les cases correspondantes que vous pourrez contrôler le montant des acomptes qui ont été versés à ce titre. Exactement. Et là, ensuite, on a une déclaration un petit peu spécifique. Donc, pour ceux qui ont des comptes situés à l'étranger, donc notamment, ça va être les comptes de crypto-monnaie qui sont finalement tous situés à l'étranger. Quasiment, oui. Quasiment. Ou des comptes bancaires, comptes titres, etc. situés à l'étranger. Vous devez donc arriver sur cette page, renseigner la case 8, UU, la cocher, et cela vous renverra vers la déclaration correspondante qui est la déclaration 3916, 3916 bis. Alors, cette déclaration 3916 et 3916 bis, pour rappel, la déclaration des comptes que vous détenez à l'étranger, alors les comptes bancaires, les comptes de crypto-monnaie, les comptes de néobanques, les contrats d'assurance vie que vous détenez à l'étranger sont à déclarer obligatoirement lors de votre déclaration de revenus. J'insiste sur le fait que ce soit obligatoire puisqu'il y a des sanctions qui peuvent être très lourdes en cas de non-respect de cette obligation. Notamment, c'est 1 500 € d'amende par compte non déclaré, par année non déclarée pour les comptes bancaires et les contrats d'assurance vie, et 750 € par année et compte non déclaré pour les comptes de cryptoactifs. Donc, voilà, ça peut aller très vite, surtout si vous avez plusieurs plateformes, si vous avez plusieurs comptes. Voilà, n'hésitez pas à les déclarer. Il n'y a pas besoin de déclarer les soldes, il faut juste déclarer l'existence de ces comptes. Voilà. Et pour déclarer l'existence, donc on renseigne juste le titulaire du compte, la nature du compte, les caractéristiques, le numéro de compte, la date d'ouverture, la désignation de l'organisme et enfin l'adresse de l'organisme. Donc c'est ici, vous pouvez en principe les retrouver donc sur Internet pour les adresses et vous devez donc renseigner toutes ces informations sur cette page-là. Voilà. Et pour les comptes de cryptoactifs, il faudra ajouter aussi l'URL du site du compte, enfin de l'organisme qui tient votre compte. Exactement. Donc là, en principe, on a terminé. Donc, on arrive à la dernière page. On peut renseigner d'autres informations si on le souhaite à l'administration fiscale pour justifier, pour expliquer une situation un peu particulière. Si on a une situation dans laquelle on a un doute d'interprétation ou on veut porter à la connaissance de l'administration fiscale des éléments particuliers qui pourraient justifier d'une situation particulière, vous pouvez cocher sur cette case-là et puis renseigner librement les informations que vous estimez pertinentes pour la compréhension de votre déclaration. Là, dans la situation de Lucie, il n'y a pas de difficulté d'interprétation particulière, donc on va à la page suivante et on a le résumé de la déclaration. Donc là, on est vraiment sur la dernière page. On a sur cette page, on va pouvoir contrôler les éléments qu'on a déclarés. Donc, on retrouve bien les revenus, on a les salaires, on a les revenus de capitaux mobiliers, on a les revenus fonciers. Puis, on a aussi les charges déductibles du revenu global et puis les investissements qui donnent droit à avantages fiscaux, donc réduction et crédit d'impôt. Et on se rend compte qu'une fois qu'on a rentré les revenus, qu'on a déduit les charges et qu'on a déduit les avantages fiscaux auxquels on a eu droit, eh bien, Lucie, tu arrives à 238 € d'impôt. Enfin, l'administration fiscale te doit 238 €. Et comme tu avais déjà versé 18 000 € de prélèvement à la source, qui deviennent du coup trop versé, puisque c'est indu par l'administration fiscale, et bien l'administration fiscale te remboursera 18 238 € au cours du mois d'août, à peu près, 15e, premier. Voilà, c'est bien. Quand tu es à la plage, petite pina colada pour fêter le remboursement de l'administration fiscale. Et ça, effectivement, c'est la prise en compte donc, des crédits et réductions d'impôts auxquels vous avez droit et les dispositifs de réduction d'impôts que j'ai mis en place. Exactement, puisque effectivement, si tu n'avais pas mis en place de PER ou que tu n'avais pas mis en place de Girardin, eh ben, il y aurait eu 11 000 plus tu avais mis 5 000, donc oui, il y aurait déjà près de 15 000 € d'impôts en plus. Donc, on t'aurait remboursé un petit peu, mais on t'en aurait remboursé 3 000 au lieu de 18 000. Donc ici, on n'a plus qu'à rentrer donc, les identifications bancaires pour justement que le montant soit remboursé sur ce compte ou si on a un solde à verser en complément à l'administration fiscale pour que ce soit prélevé sur ce compte. Et ensuite, on n'a plus qu'à aller tout en bas. J'ai terminé. Signez votre déclaration, sachant que même si vous la signez, vous pouvez la corriger jusqu'à la date limite de dépôt de la déclaration. Oui, tout à fait. On peut la corriger autant de fois qu'on veut. Ça n'éveillera pas les soupçons de l'administration fiscale. Vous avez le droit de faire des erreurs. Donc, vous pouvez l'enregistrer, la modifier, la réenregistrer, la remodifier
autant de fois que vous voulez jusqu'à la date limite de dépôt de la déclaration. Et alors, si vous êtes dans une situation, ça peut arriver, où il vous manque des informations pour faire votre déclaration parce que votre banque ne vous a pas envoyé certains justificatifs ou parce que votre comptable n'a pas fait toutes les déclarations, ça peut arriver. Il y a des gens qui peuvent être en retard. Nous, notre conseil, c'est de déposer une déclaration, même incomplète, avant la date limite de dépôt de la déclaration. Comme ça, au moins, vous avez déposé votre déclaration dans les temps et vous n'êtes pas soumis aux 10% de majoration pour dépôt tardif. Et puis, de toute façon, même après la fermeture, même après la date limite de dépôt, le service de déclaration en ligne reste ouvert, je crois, jusqu'au mois de juillet, où vous aurez la possibilité d'apporter des modifications à votre déclaration. Dès lors que vous avez fait un premier dépôt dans les délais, vous n'aurez pas la majoration de 10%. Voilà. On arrive à la fin de cette présentation. On espère que vous y avez appris des choses, que ça a été clair. Alors, malheureusement, on s'excuse d'avance, hein, on n'a pas pu voir toutes les situations, malheureusement. Même en étant rapide, on a quand même pris bien 45 minutes déjà. Et bon, plus de 45 minutes de fiscalité, passé 18h30, on sait que c'est pas évident. Donc voilà, maintenant, on va passer une session de questions-réponses. Oui, pour vous dire aussi que chez Climb, donc, tous les produits qu'on vous a présentés, la SCPI, le PER, le Girardin, le Pinel, ce sont des solutions que nous proposons. Donc, pour voir si vous êtes éligible à nos produits, n'hésitez pas à faire une simulation. Vous avez le QR code qui est là, donc vous pouvez flasher le code. Peut-être que Louise peut nous envoyer un petit lien. Si vous n'avez pas là votre téléphone sous la main pour flasher le code, vous avez, voilà. Donc, une simulation gratuite pour vous aider à réduire vos impôts. Vous cliquez dessus. La simulation prend 1 minute. Vous êtes rappelé par un de nos conseillers. Vous faites un bilan fiscal et patrimonial qui n'est pas facturé, on vous le rappelle, puisque nous ne facturons pas nos clients. On est rémunéré au succès en tant qu'apporteur d'affaires. Donc, pour vous, c'est parfaitement neutre. Vous faites le bilan fiscal et patrimonial avec nos conseillers. Et puis, si vous êtes intéressé et que vous investissez avec nous avant la date limite de dépôt de la déclaration, eh ben, on vous accompagne sur votre déclaration et on vous l'offre. Vous avez toujours la possibilité aussi d'aller sur le site et on a un outil d'aide à la déclaration qui est gratuit, disponible pour tout le monde. Vous rentrez les informations de votre situation, donc vos revenus, vos charges, la composition de votre foyer fiscal, les dispositifs que vous avez mis en place. Et pareil, en 1 ou 2 minutes, ça vous établit une checklist des cases à remplir dans la déclaration avec des petits textes explicatifs. Est-ce qu'on a le lien peut-être de l'outil de déclaration, Louise? Louise va vous envoyer ça. Et donc voilà, vous aurez la possibilité aussi de vous faire accompagner pour remplir votre déclaration de revenus avec Lucie, moi-même ou une de nos collaboratrices pour remplir votre déclaration de revenus avec partage d'écran. Mais bon, si vous n'êtes pas client chez nous, c'est payant, c'est très compétitif. Vous verrez les tarifs sur le site internet, mais on peut vous accompagner pour remplir votre déclaration de revenus. Voilà, j'ai fait le petit pitch. Peut-être, oui, une dernière chose. Comme on vous l'a dit, c'est la première fois qu'on faisait ce format-là avec une déclaration de revenus qu'on faisait en live avec vous. On espère que ça vous a plu. Laissez-nous des avis sur Google pour nous dire, pour nous faire vos retours. Vous pouvez flasher également le QR code. Vous pouvez flasher également le QR code. Sinon, vous trouverez la possibilité d'avoir laissé un avis Google directement sur Internet en tapant. Alors, Climb, vous allez avoir du mal parce que vous allez tomber sur tous les clubs d'escalade d'Île-de-France. Mais sinon, voilà. Donc là, vous avez le lien ou alors vous tapez directement Tacotax avis et puis vous tomberez sur Climb. Il y a un renvoi. Voilà, donc n'hésitez pas à nous laisser des avis. Et maintenant, on va passer aux sessions de questions-réponses. Alors, il y a eu pas mal de questions qui ont été posées. Alors, une première question d'Hervé qui dit « Existe-t-il une SCPI Pinel ?» Alors, oui, ça existe. Nous n'en proposons pas chez Climb puisque nous estimons que la qualité qui est proposée par ce type de SCPI n'est pas à la hauteur des standards que nous nous sommes posés. Donc, mais ça existe, donc vous pourrez en trouver tout à fait. Malheureusement, vous ne pourrez pas en trouver chez Climb. Question de Pascal. Où déclarer les bénéfices de mon auto-entreprise sur ma déclaration privée?
Alors, si vous êtes auto-entrepreneur, vous devez, alors, selon l'activité que vous exercez, soit une activité libérale, soit une activité commerciale. Donc, ce sera en bénéfices industriels et commerciaux professionnels, en principe, ou bénéfices non commerciaux professionnels ou non professionnels, selon votre activité. Et là, vous aurez deux régimes, donc soit le régime micro, soit le régime réel. Et si vous êtes auto-entrepreneur et que vous répondez aux conditions, vous aurez aussi la possibilité d'opter pour le régime de versement libératoire de l'impôt sur le revenu. De versement libératoire de l'impôt sur le revenu. Mais ça, a priori, vous avez dû opter pour ce régime déjà l'année dernière si vous devez le déclarer cette année. Une question donc de Clara. Faut-il déclarer l'argent de poche reçu, l'argent de poche versé? Alors, l'argent de poche, ça peut correspondre notamment à la pension alimentaire. Si vous recevez une pension alimentaire qui est déductible des revenus de la personne qui vous les a versés, vous devez également les déclarer dans votre déclaration de revenus. Alors, après, si c'est vraiment pour un enfant, dans la mesure où l'enfant est dans votre foyer fiscal, en principe, non, il n'y a pas de déduction au sein du même foyer. Ni d'imposition. Et ni d'imposition. Vous n'allez pas, votre enfant ne va pas être imposé sur les 10 € qu'il va avoir par semaine. Donc, en principe, non, voilà, les petits dons manuels comme ça, ce n'est pas déclarable. Question de Pierre, un IFU moins-value non déclaré l'année dernière peut-il être déclaré cette année? Alors, il peut être déclaré, mais pas sur cette déclaration. Il peut être déclaré sur une déclaration rectificative de l'année dernière, puisque en 2021, vous ne déclarez que vos revenus, ou en l'occurrence vos moins-values, de l'année qui ont été passés entre le 1er janvier et le 31 décembre. Si vous avez oublié de déclarer une moins-value au titre de l'année 2020 et que vous souhaitez l'imputer sur les revenus de l'année 2021, il faudra faire une déclaration rectificative au titre des revenus de l'année 2020. Alors, une question donc de Arnaud. J'ai divorcé le 20 août 2021. Comment se passe la déclaration des revenus du 1er janvier au 19 août, je déclare en couple, puis du 20 août au 31 décembre en tant que célibataire? En cas de divorce en cours de l'année. Alors, en cas de divorce en cours d'année, c'est imposition séparée à compter du 1er janvier. Donc, imposition séparée des époux pour toute l'année. Oui. Alors, une question de Clara. Bonjour, quand on a réalisé un stage à l'étranger, que faut-il déclarer? Alors, pour les gratifications de stage, en France, elles sont exonérées dans une limite de 18 000 et quelques. J'ai plus exactement le montant précis. Donc, elles sont exonérées jusqu'à 18 000 €. Si vous avez perçu un montant qui est supérieur à 18 000 €, ce n'est que le montant, la fraction supérieure à ces 18 000 € qui doit être déclaré. Pour les stages réalisés à l'étranger, je ne veux pas m'avancer, mais à mon avis, ça doit être une situation à peu près similaire. Oui, à peu près similaire. Là, on ne va pas avoir la réponse précise tout de suite, mais on vous invite, Clara, à nous laisser vos coordonnées, votre mail, et puis on demandera à nos équipes de faire une recherche complémentaire pour vous apporter une réponse. Question de Pascal, dans quel cas déclarer les revenus de location saisonnière meublée n'étant pas professionnels de la location? Alors, là, trouver la case de tête, je ne l'ai pas. Moi, je l'ai. Ah, tu l'as? Alors, donc, vous êtes non professionnel si vous avez perçu, petit point, moins de 23 000 € de recettes locatives, donc de location meublée, et ou si vos recettes locatives sont inférieures à vos autres revenus professionnels. Donc, dans ce cas-là, vous êtes considéré comme un non professionnel. Donc, vous devez cocher au tout début, quand on a la revue des revenus et des charges, la case revenus des locations meublées non professionnelles. Vous allez arriver sur une nouvelle page. Et là encore, donc on a toujours régime micro, régime réel. Pour le régime micro, on a plusieurs dispositifs. Donc, soit vous louez un meublé classique, soit vous louez un meublé de tourisme classé ou une chambre d'hôte. Pour les meublés de tourisme classés, je n'aurai pas la date exacte, la case exacte. Mais en tout cas, pour les locations de type classique, si vous êtes soumis au régime micro BIC, ce sera la case 5ND. En revanche, donc, petite précision, vous pouvez bénéficier du régime micro BIC si vous percevez moins de 72 600 € de recettes locatives à l'année. Voilà. Question de Damien, en tant que salarié, j'ai le droit au ticket restaurant. Puis-je tout de même déduire 4,95 € par jour à mes frais réels? Alors ça, c'est une très bonne question. J'avoue que je crois qu'il faut prendre en compte quand même le montant des tickets resto qui ont été donnés. Hein. En réalité, en fait, le montant des tickets resto, en principe, ça correspond à peu près au prix du repas. Donc, admettons, on a 9 ou 10 € par jour travaillé de tickets restaurant. Et en fait, on va prendre la part donc, qui a été payée par l'employeur, mais on va la soustraire en fait, des 4,95 €, puisque c'est sur justificatif. Donc, vous aurez quand même droit aux 4,95 € qui sont en fait le minimum à déclarer par jour.
D'accord. À vérifier quand même cette question. Je crois qu'elle a creusé. Donc, Damien, si vous pouvez laisser vos coordonnées, on fera une recherche complémentaire pour vous. Question de Florence. Bonjour, sur ma fiche de salaire de janvier, je n'ai que brut et net imposable. Aucun des deux ne correspond à ce qu'il y a dans ma déclaration. Le montant pré-rempli dans ma déclaration est plus élevé que le brut. Quel chiffre dois-je prendre? Alors, déjà, c'est sur le bulletin de paye de décembre, puisque c'est sur le bulletin de paye de décembre que vous allez avoir le net fiscal cumulé. S'il y a une discordance entre ce qui est pré-rempli par l'administration fiscale et ce qui est sur vos bulletins de salaire, moi, j'ai tendance à dire qu'il faut prendre ce que vous pouvez être en mesure de justifier. Donc, si effectivement, vous avez vos bulletins de salaire, vous additionnez les montants nets, les montants net imposables pour net imposables, donc avant application du prélèvement à la source, vous les additionnez sur toute l'année, ça vous donne le montant de votre net imposable cumulé sur l'année, et ça, vous pouvez le justifier parce que vous avez les bulletins de salaire qui vont avec. J'espère que vous arriverez à trouver une solution et comprendre pourquoi il y a un tel écart entre vos fiches de paye et les montants pré-remplis. Alors, attention, parce que parfois, justement, quand on clique sur le petit stylo à côté des salaires qui sont pré-remplis, on peut avoir des surprises qu'on a oubliées. Alors, en plus, en période de Covid, il y en a beaucoup qui ont eu des arrêts maladie de quelques jours à cause du Covid. Et pour les arrêts maladie, on a des indemnités journalières qui nous sont versées en principe de la part de Amélie, notamment, par exemple. Dans ce cas-là, c'est également pré-rempli. Donc, la différence peut être sur des indemnités qu'on a reçues, qu'on a finalement peut-être oubliées à terme. Donc voilà, peut-être bien vérifier ce qui a été transmis à l'administration fiscale. Alors, question de François. Bonjour. Dans le cas d'un dispositif Pinel, est-il possible de déclarer les frais intercalaires payés dans le cadre du crédit auprès de la banque lors des années de construction de l'appartement, de la maison? Alors, excellente question. Effectivement, en principe, ne sont déductibles des revenus fonciers que les charges qui sont afférentes à un immeuble qui est générateur de revenus. Lorsque vous êtes dans une situation, par exemple en VFA, quand vous êtes en vente en état futur d'achèvement et que vous n'avez pas de loyer, puisque l'appartement que vous avez acheté est encore en cours de construction, mais que vous payez quand même des intérêts, vous avez des charges relatives à un immeuble qui n'est pas générateur de revenus, par la force des choses, puisqu'il n'est pas habitable. Dans ce cas-là, il y a quand même une tolérance de l'administration fiscale. Dès lors que vous êtes en mesure de pouvoir prouver que vous avez une intention, que vous avez l'intention de mettre en location ce bien, l'administration fiscale accepte que vous ayez que vous pouvez déduire de façon préventive vos intérêts d'emprunt et les frais afférents à l'immeuble, quand bien même il ne serait pas générateur de revenus. Attention toutefois, le déficit que vous allez générer sur les revenus fonciers, le déficit foncier que vous allez générer, dès lors qu'il sera issu exclusivement d'intérêts d'emprunt, ne sera pas imputable sur le revenu global. Question de Benjamin. Bonjour, je suis propriétaire et pour des raisons professionnelles, je loue une seconde maison. Je suis en frais réels et je déduis mes frais de double résidence. Je viens d'acheter une seconde maison par une SCI pour éviter de louer un bien. Puis-je déduire les amortissements du crédit de la SCI? Alors, tout va dépendre si la SCI est à l'IR ou à l'IS. Si elle est à l'IR, oui. En principe, oui. Si elle est à l'IS, non. Question de Clara, si les enfants ne sont plus sur le foyer fiscal mais sont toujours à charge, peut-on bénéficier de la réduction d'impôt liée aux frais de scolarité? Alors, s'ils ne sont pas dans le foyer fiscal, vous ne pourrez pas en bénéficier. Oui, il faut qu'ils soient au moins en garde alternée ou à votre charge exclusive. Voilà, mais il faut qu'ils soient rattachés au foyer fiscal. Question de Ilham. Bonsoir, si nous avons payé les frais de scolarité de la sœur, est-ce qu'on peut les déclarer? Il ne me semble pas. Je ne crois pas. Non, les frais de scolarité, en fait, là, c'est vraiment la réduction d'impôt qui est accordée, mais les frais de scolarité en eux-mêmes, sachant qu'on peut avoir des frais de scolarité beaucoup plus importants que, par exemple, 153 € pour le lycée, on ne peut pas les déclarer et les déduire, puisqu'ils ne se rapportent à aucun revenu, finalement. Alors, ils ne se rapportent à aucun revenu, c'est même pas, en plus, ça ne peut même pas passer en pension alimentaire, puisque les pensions alimentaires, c'est que pour les enfants ou les ascendants, mais pas pour les collatéraux. Donc, malheureusement, désolé Ilham, mais ce ne sera pas possible. Question de Christophe, peut-on inclure une pension alimentaire pour ma fille qui a sa propre déclaration car elle est majeure, qui fait des études supérieures mais habite à la maison? Alors, qui fait sa propre déclaration, donc elle n'est plus dans votre foyer fiscal et vous la logez chez vous. Dans ce cas-là, oui, je crois qu'on peut déduire des sommes forfaitaires, un montant forfaitaire qui est de l'ordre de 3 ou 4 000 €. J'ai plus le montant en tête. Alors exactement. Ça, c'est pour les ascendants, il me semble, mais pour les enfants, c'est possible. Alors, il y a
lien sur Internet, sur impôts.gouv, qui justement vous demande vos situations, vous renseignez en fait votre situation. Mon enfant est majeur, est-ce qu'il vit sous votre toit, est-ce qu'il vous pave sous votre toit? Et le site impôts.gouv vous renseigne justement sur la pension alimentaire maximale à laquelle vous avez droit. Mais il me semble que c'est classique, c'est 6 042 €. Pour le forfaitaire, c'est pour les ascendants qui vivent au domicile. Ah bah, sans justificatif. Okay. Mais c'est peut-être pareil pour les enfants majeurs. À vérifier. Donc, Christophe, pareil, laissez vos coordonnées et on fera une recherche complémentaire. Alors, ça, c'est une question qui a dû être posée dans le chat puisque c'est Louise qui nous la remet. Est-ce qu'il faut aussi respecter un délai de 3 ans si on passe du réel au micro-foncier? Alors, l'option quand on est au micro, qu'on peut bénéficier du micro et qu'on opte pour le régime réel, cette option, elle est irrévocable pendant 3 ans. Mais enfin, je crois que c'est que dans ce sens-là. Si on est au régime réel. Pour le régime micro-foncier. Alors, on peut, si, quand on est au régime réel d'imposition, puisque une fois qu'on a opté pour le régime réel, on reste au régime réel tant qu'on n'a pas dénoncé cette option. Et après, on peut demander à revenir au régime du micro. Et si on revient au régime du micro, il n'y a pas d'obligation de rester au régime micro pendant 3 ans. Pour la simple bonne raison que si vous dépassez le seuil, de toute façon, vous sortirez obligatoirement du micro. Donc non, il n'y a pas de délai à respecter dans l'autre sens. Question du Hakim, comment savoir si mon taux de prélèvement est toujours adapté à mes situations? Alors ça, c'est très simple. Vous allez sur, tu peux peut-être partager ton écran et aller voir sur donc on sur refait, donc on va sur le tableau de bord donc de l'espace particulier impôts.gouv. On retourne dans prélèvement à la source. Ah. Je te laisse peut-être prendre une autre question et on revient. On va y revenir tout de suite après, Hakim, le temps que Lucie se reconnecte. Quels autres frais professionnels autres que les frais de déplacement et repas peuvent être déclarés? Facture téléphone, internet, achat de matériel effectué pour le travail, quel justificatif présenté? Alors évidemment, oui, vous avez la possibilité de déduire en fait l'ensemble des dépenses que vous avez supportées pour l'exercice de votre profession. Donc si vous avez fait des dépenses de formation, des dépenses de documentation, des dépenses d'outillage, effectivement, vous pouvez les déduire dès lors que vous pouvez justifier que ces dépenses ont été engagées à titre professionnel et que vous pouvez justifier des montants. Donc, le moyen le plus simple de justifier des montants, c'est de présenter des factures. Alors, pour revenir donc à la précédente question, donc pour le prélèvement à la source, pour le savoir, ici vous avez prélèvement à la source, donc sur votre tableau de bord, vous pouvez cliquer dessus. Ça va vous rediriger vers la page dédiée au prélèvement à la source. Et en principe, ici, vous avez votre taux personnalisé. Et vous pouvez également consulter donc l'historique de tous vos prélèvements. Ici, donc, vous pouvez, par exemple, pour 2022, savoir à peu près ce qui est prélevé chaque mois au terme de l'impôt. Ce montant-là, vous savez s'il est en accord ou non avec votre situation. Si votre situation a changé par rapport à l'année dernière ou même par rapport à il y a 2 ans, nécessairement, votre taux de prélèvement à la source ne sera pas forcément en accord puisqu'il est basé sur les revenus de 2021, voire de 2020, pour 2022. Donc, c'est à vous de voir s'il est en accord. Si vous souhaitez le modifier, vous pouvez cliquer ici. Donc, vous avez sur cette page-là, vous avez votre taux personnalisé et vous pouvez cliquer sur actualiser suite à une hausse ou une baisse de revenus, ou vous pouvez également signaler un changement si vous avez une naissance dans votre foyer fiscal ou si vous vous êtes marié ou pacsé au titre de l'année en cours. Exactement. Et donc, vous pouvez faire, quand vous faites une demande de modulation de votre taux de prélèvement à la source, en général, la demande est traitée dans le mois. Ça va dépendre des centres des impôts. Il y a des centres des impôts qui sont plus rapides que d'autres. Mais en général, ça va prendre 1 mois, mais ça ne prendra pas plus de 3 mois. Question de David. Bonjour, 2 questions. Comment déclarer la vente d'actions suite à une IPO et donc le bénéfice sur la plus-value? Bon, là, on va passer sur cette question parce que ça va être un peu trop technique pour le sujet du jour. On vous invite, David, à nous contacter, à faire la simulation sur le site et prendre contact avec nous. On a une adresse mail qui est juste ici, donc service-déclaration@wearclaim.fr. Vous pouvez nous envoyer vos questions et on prendra le temps de vous y répondre. On prendra le temps d'y répondre. Dans le cas où les dons sont faits à des proches, parents notamment, que doit être déclaré dans les 2 parties. Alors, les pensions alimentaires que vous versez aux parents, aux ascendants, sont déductibles au titre du devoir de secours. C'est le Code civil qui le dit, les articles 205 et 206 du Code civil. Et en gros, ce que vous pouvez déduire, c'est au cas par cas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de plafond, il n'y a pas de seuil particulier, il n'y a pas de montant maximum. Ça va dépendre de la richesse de celui qui donne et de l'état de nécessité de celui qui reçoit. Donc, il faut qu'il y ait une cohérence
entre ce que vous gagnez, ce que vous allez donner et l'état de nécessité de vos parents. Mais dans tous les cas, quand la pension alimentaire que vous versez est justifiée par rapport à la situation, la pension alimentaire sera déductible de votre revenu global pour le montant que vous avez effectivement payé et sera imposable entre les mains de vos parents au titre des pensions alimentaires reçues. Question de Pierre. Bonjour à vous. Je me suis marié en juillet 2021. Félicitations. Y a-t-il des points à vérifier ou faut être attentif? Un grand merci. Pierre et Dolina. Alors, normalement, si vous ne l'avez pas déclaré, au moment de faire votre déclaration de revenus, on va vous poser la question de savoir si en 2021, vous vous êtes marié ou pacsé. Et là, vous allez dire oui, une deuxième fois. Et donc, vous devrez renseigner le numéro fiscal de Dolina, sa date de naissance, son prénom. On va la retrouver puisqu'elle est aussi un numéro fiscal. Et du coup, vous allez fusionner les deux déclarations. Et après, les points d'attention seront les mêmes que si vous aviez déclaré tout seul. C'est juste qu'il y aura 2 fois plus de points à contrôler puisque vous allez être 2 dans la déclaration. Et encore, félicitations, beaucoup de bonheur à vous. Question de François, tiens, vas-y, prends un peu question le de François. Donc, dans le cadre d'actions gratuites données par la société, entre parenthèses, RSU, et débloquées au fur et à mesure du temps, est-il possible de supprimer le cumul de ces valeurs intégrées au salaire lors de chaque déblocage de mon net imposable global en fin d'année en conformité avec la législation française? Pareil, trop complexe là comme question. On va essayer de se concentrer sur les questions un peu plus généralistes. Donc, François, n'hésitez pas à nous envoyer un mail et on vous fera un point sur les RSU. Question de Christophe. Ma fille effectue un bachelor dans une école privée, elle est majeure. Pourrait-on faire sa propre déclaration, ainsi faire une réduction d'impôt sur le montant versé pour l'établissement? Alors là, pareil, donc que pour les frais de scolarité, malheureusement, il n'y a pas de dispositif qui vous permet de déduire les sommes que vous versez donc, pour le paiement de ces écoles, même pas au titre d'une pension alimentaire éventuellement. Mais alors si, au titre de la pension alimentaire, mais ce sera plafonné de toute façon à 6 042 € pour 2021. Mais du coup, il faudrait qu'elle qu'elle sorte de votre foyer fiscal. Et là, à ce moment-là, vous pourrez payer les frais de scolarité et puis déduire, ce sera plafonné. Dans quelle mesure peut-on déclarer des sommes données à nos enfants? Seuil déductible, cas d'un enfant bénéficiaire sur une fratrie en famille recomposée. Pareil, un peu trop complexe. Là, je ne suis pas sûr de bien comprendre la question. Il me semble que c'est peut-être le plafond. Si c'est le plafond, en tout cas, des pensions alimentaires données à un enfant, c'est pareil, c'est 6 042 €. Mais après, si c'est dans une logique patrimoniale, c'est plutôt avec un notaire qu'il faut voir ça. Ce n'est pas vraiment le sujet du webinaire qui est consacré vraiment à la déclaration de revenus. Posez votre question par mail, Ève. On verra si on vous oriente vers un partenaire notaire ou pas, ou si on pourra vous répondre. Mais je ne suis pas sûr de bien comprendre la question, donc on va passer à la suivante. Question de Christophe. Ça a été répondu, c'est bon. C'était pour le replay. Le replay sera bien disponible, effectivement, si vous êtes arrivé un peu en retard. D'accord. Donc, question de Rémi. En tant qu'employé dans le privé, existe-t-il des retraitements effectués possibles par rapport au montant imposable sur la fiche de paye de décembre? Bon, alors, je vois que c'était à 18h37, donc on n'avait pas encore commencé, je pense, pour les salaires. J'espère, Rémi, qu'on a un peu répondu. Donc, il y a notamment les frais de déplacement, les frais de représentation, les frais de repas éventuellement, que vous pouvez donc déduire de votre salaire imposable au moment de votre déclaration de revenus. Alors, bonjour, j'habite en Savoie et je n'ai trouvé un emploi qu'à Paris. Quels frais puis-je passer en frais réels? Dans quelle limite indemnité kilométrique, train, hôtel? Alors, c'est pareil, c'était à 18h36, donc je pense que... On y a répondu avec les frais conventionnels. Bonjour, est-ce que les indemnités légales de licenciement dans le cadre d'une rupture conventionnelle sont non imposables s'il y a dans la foulée départ en retraite? Alors, pareil, régime un peu particulier. Alors, elles sont... de mémoire, en fait, il y a une partie qui est exonérée et puis une partie qui est imposable. En fonction de la convention collective, il me semble, dans la porte dans laquelle vous travaillez. Pareil, là, ça va être un peu compliqué de répondre précisément à cette question. Donc, on vous invite à poser la question par mail pour qu'on puisse y répondre. Et alors, il y a on va répondre encore à 2-3 questions, puisque là, on est déjà à 19h40. Question de Cédric, est-ce que le PACS est toujours intéressant si on a le même niveau d'imposition, le même montant? Ça ne va pas changer grand-chose, finalement, il me semble. Non, ça ne changera pas grand-chose, effectivement. Question de Michael.
ou déclarer la souscription au capital d'une société type PME que je dirige. Alors, c'est dans les réductions et crédits d'impôt? Non, je crois que vous ne pouvez pas bénéficier de la réduction d'impôt PME si vous êtes dirigeant de cette entreprise. Avec la généralisation du télétravail, y a-t-il des frais que l'on peut déclarer? Écran, fauteuil, bureau, box internet, chauffage? Alors oui, effectivement, vous pouvez donc déduire certains frais. Il faudra faire attention à l'utilisation professionnelle qui est faite. Si vous êtes dans votre appartement, par exemple, vous pouvez déduire une partie de l'appartement au titre de l'utilisation d'un bureau, par exemple, mais il faudra faire des prorata temporis, donc parce que vous n'êtes pas tout le temps chez vous à travailler. Donc, si vous travaillez en télétravail que 2 jours par semaine, par exemple, ce sera 2/7 de la semaine. Et là, vous pouvez faire un prorata pour la facture d'électricité, de gaz, de chauffage, Internet, téléphone, etc. Si vous avez un fauteuil, vous avez acheté un fauteuil exprès pour votre activité en télétravail, évidemment, il sera déductible. Si vous avez acheté du matériel informatique exprès pour le télétravail, il sera déductible. Pour toutes les charges qui sont partagées entre une utilisation privée et personnelle, il faudra faire un double prorata au temps et prorata à la superficie utilisée à titre professionnel. Question de charge, j'ai lu que si on ne payait pas ou peu d'impôts, nous avions intérêt à ne pas souscrire au versement libératoire dans le cas de la micro-entreprise. C'est vrai. Et si on ne paye pas d'impôts, effectivement, donc le versement libératoire, c'est un prélèvement qui est effectué mensuellement ou trimestriellement. Proportionnellement au montant de votre chiffre d'affaires. Donc effectivement, si vous n'êtes pas imposable, vous avez plutôt intérêt à ne pas opter pour le versement libératoire et opter pour le barème progressif de l'impôt sur le revenu. Question de Ludovic, est-ce qu'il faut aussi respecter un délai de 3 ans sur place du réel au microfoncier? Je crois qu'on a déjà répondu à cette question. Donc, on a fait le tour des questions. Écoutez, j'espère qu'on a pu répondre à la plupart des questions. Malheureusement, il y a quelques questions auxquelles on n'a pas pu répondre. De toute façon, voilà, on voit que les gens commencent à se désinscrire. On va s'arrêter là. On espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à faire des simulations sur le site de Klein. N'hésitez pas à nous laisser des avis sur Google. Encore une fois, ravi d'avoir fait ce webinaire en ta compagnie. Il n'y en a plus beaucoup, c'est pour ça on en profite. Et on vous souhaite à tous une excellente soirée. Merci pour votre présence. À très bientôt. À très bientôt, merci beaucoup. Bonne soirée. Merci, au revoir.